À l'été 1984, la population d'une petite localité est ébranlée à la suite de la découverte d'une tête humaine. Dans les jours qui suivent, on trouve un torse et des jambes, ce qui nourrit les craintes qu'un meurtrier cruel ne rôde aux alentours. Les autorités demandent l'aide des plus grands experts judiciaires des États-Unis pour identifier la victime. Dans une affaire qui ne repose que sur des preuves indirectes, les procureurs tenteront de faire reconnaître coupable une personne qui semble ne rien avoir d'un meurtrier. Après qu'on eut trouvé des restes humains près de Dover, au Delaware, les procureurs de l'État doivent rendre justice à la victime d'un meurtre cruel. L'identification de ces restes est le premier d'une série d'obstacles auxquels le procureur Eugene Hall est confronté. On savait que cette victime avait eu une mort violente, mais on ignorait ce qui lui était arrivé. Notre défi, c'était de déterminer de qui il s'agissait, parce que sinon, nos chances de découvrir qui l'avait tué seraient encore plus minces. Le 9 août 1984, à Dover, au Delaware. C'est un matin d'été chaud et humide. Les préposés à l'entretien d'un immeuble cherchent la source de la mauvaise odeur signalée par des locataires. Elle semble provenir d'un carton près d'une benne à ordures. Ils font alors une macabre découverte. L'odeur provient d'une tête humaine en décomposition. Le procureur Eugene Hall vient sur les lieux avec des enquêteurs pour examiner la scène du crime. Le fait d'aller sur les lieux du crime nous donne une longueur d'avance quand vient le temps de passer devant les tribunaux, parce qu'on ne pourra jamais recréer cette scène de crime après coup. L'autre aspect important, c'est que les policiers mènent leur enquête en essayant de découvrir qui a commis le crime. Et cet aspect est très important. Mais le procureur veut également savoir pourquoi un individu a commis un crime. Le procureur commence à se constituer un dossier sur le meurtrier qui a tué cette victime inconnue. L'enquêteur en chef sur cette affaire est Sandy Shaner de la police d'État du Delaware. Le meurtrier lui a peut-être laissé un indice dans cette affaire mystérieuse. Quand vous mettez des ordures à côté d'une benne, les éboueurs ne les prennent pas. C'est sans doute pour ça que le carton qui contenait la tête était resté là. Le meurtrier devait penser que s'il le laissait là, les éboueurs le prendraient. Mais il a fait une erreur de calcul. Le sac est resté là et c'est pour ça qu'on l'a découvert. Sur la scène du crime, la puanteur qui s'échappait du carton est devenue un indice en soi. Un policier sur les lieux se rappelle avoir senti une odeur identique s'échapper d'un sac laissé au bord d'une autoroute la veille. C'est un automobiliste qui avait signalé la présence de ce sac à ordures. Il semblait contenir quelque chose de suspect et un policier de la ville de Dover est donc allé sur les lieux. Il croyait que la tête provenait peut-être de la même victime que cet autre membre en décomposition. Le policier leur dit que le sac a été transporté au dépotoir municipal. Il a dit qu'il avait d'abord pensé qu'il s'agissait d'une carcasse d'animal. Il ne savait pas vraiment ce que c'était. Les éboueurs de Dover se rappellent ce sac d'ordures parce qu'ils ont dû faire un voyage particulier pour aller le chercher. Ils se souviennent clairement d'être allés le décharger au dépotoir.
Le sac est finalement retrouvé 3 heures après la découverte de la tête. Les enquêteurs constatent qu'il ne contient pas une carcasse d'animal, mais bien un torse humain. La tête et le torse sont acheminés au bureau du coroner de l'État où le docteur Ali Hameli les soumet à une autopsie. Les autorités espèrent que ces découvertes permettront d'identifier la victime. Le médecin légiste détermine que la victime est morte depuis seulement quelques jours. L'examen d'échantillons du tissu lui permet d'établir hors de tout doute que la tête et le torse proviennent bien d'une seule et même personne. Les restes recèlent également des indices importants sur la cause de la mort de la victime. La mort avait été causée par un projectile qui avait transpercé le bas de la tête et ensuite la nuque. J'ai déterminé que le projectile était entré du côté droit de la nuque et qu'il était ressorti du côté gauche du cou après avoir sectionné la partie supérieure de la colonne cervicale. Le docteur Hameli conclut que le meurtrier a démembré sa victime pour pouvoir s'en débarrasser plus facilement. Il détermine par l'examen de marques dans les os qu'il a utilisé une scie. La tête de la victime recèle un autre indice, un dentier complet. Cela aide le médecin légiste à estimer l'âge de la victime. Après son examen, le docteur Hameli donne aux autorités une description sommaire de la victime. Je savais qu'il s'agissait d'un homme blanc âgé. Il avait entre 50 et 70 ans. J'ai transmis ces informations aux policiers qui enquêtaient sur l'affaire. Ils ont examiné les dossiers des personnes disparues dans le secteur de Dover, dont le profil correspondait à la victime. En se basant sur le rapport d'autopsie, les enquêteurs comparent la description de la victime à celle de personnes disparues. Mais ils ne trouvent rien. Le projectile recueilli dans le cou de la victime est alors envoyé au FBI pour analyse. Le FBI possède un exemplaire de presque tous les projectiles fabriqués dans le monde. Les experts en balistique concluent qu'il s'agit d'un projectile de calibre 38. Ils découvrent un indice prometteur sur le projectile qui a tué la victime. Ce projectile avait été fabriqué en Italie par la société Smith & Wesson. Mais la société avait cessé de le produire 12 ans plus tôt. C'était un indice assez particulier. D'autres indices prometteurs ont été trouvés dans les sacs à ordures qui contenaient les restes de la victime. Il s'agit de petits coussinets de plastique que les enquêteurs ne sont pas parvenus à identifier. Le médecin légiste les fait analyser. Malgré la somme sans cesse grandissante d'indices, l'enquêteur Shaner ne peut toujours pas identifier la victime. Plus tard, on trouve de nouveaux indices. Une femme fait une autre découverte macabre sur un sentier le long de l'autoroute. Elle trouve un sac à ordures contenant des jambes tronçonnées à la scie. Les jambes sont envoyées au bureau du coroner.
Le docteur Hamley ne tarde pas à conclure que ces membres proviennent de la même victime que la tête et le torse. L'affaire suscite l'attention des médias. Les enquêteurs espèrent que cette publicité va apporter de nouvelles pistes. Les journaux, de même que les chaînes de télé locales, ont fait état de la découverte des membres de la victime. Quelques jours plus tard, un homme a appelé la police pour signaler que l'un de ses employés ne se présentait plus au travail depuis quelque temps. Shaner se rend à un centre d'hébergement pour personnes âgées afin d'examiner cette piste. Le gérant des lieux lui dit que son employé manquant correspond à la description de l'homme assassiné dont parlent les journaux. Les enquêteurs espèrent que cette piste leur permettra enfin d'identifier la victime. L'employé disparu est cuisinier. Il s'appelle William Shipley. Le gérant déclare que 2 semaines plus tôt, la femme de William Shipley a appelé au centre pour dire que son mari donnait sa démission sans préavis. Même si le gérant était un ami proche de Shipley, il ne l'a pas revu depuis. Les registres d'emploi indiquent que William Shipley a travaillé pendant 20 ans pour la police de Baltimore. Il a pris sa retraite de la police 10 ans plus tôt. Si la victime est bel et bien William Shipley, le procureur Eugene Hall devra tenir compte de sa carrière de policier dans le cadre de son enquête. Les enquêteurs devaient soigneusement examiner les dossiers dont il s'est occupé pour tenter de découvrir s'il avait été en contact avec quelqu'un au cours de sa carrière qui aurait pu avoir un mobile pour le tuer. Mais étant donné que le corps a été démembré, il est peu probable que le meurtrier de Shipley soit quelqu'un qui a voulu se venger. Si quelqu'un voulait se venger, il n'aurait pas pris tout ce temps pour se débarrasser du corps en le démembrant et en éparpillant ses restes un peu partout. Il se serait contenté de le tuer et aurait laissé le corps sur place. L'enquêteur Shaner examine les notes qu'il a prises au cours de sa conversation avec l'employeur de William Shipley. La femme de Shipley lui a dit que son mari était parti à bord de sa Mercury Cougar bleue 1978 après une dispute. Mais le gérant est persuadé que William Shipley a échangé cette voiture contre une autre plusieurs semaines avant sa disparition. L'enquêteur se rend chez les concessionnaires où Shipley a fait l'échange, selon son employeur. Un représentant confirme que William Shipley a bel et bien échangé sa Mercury Cougar bleue contre une Oldsmobile blanche. La Cougar est garée dans la cour du concessionnaire depuis un mois, ce qui signifie que Shipley ne peut pas avoir quitté sa femme avec ce véhicule, comme elle l'a affirmé. Le fait d'avoir trouvé cette voiture constitue la première percée majeure pour l'enquêteur Shaner. Parfois, il nous faut de la chance. On a été chanceux de trouver cette voiture dans la cour d'un concessionnaire. Elle n'appartenait plus à la victime. Les informations apparemment erronées que Mme Shipley a données au gérant de son mari poussent l'enquêteur Shaner à vouloir lui parler en personne. Dans la plupart des cas de meurtre, le conjoint de la victime est considéré comme étant un suspect potentiel. Mais le minutieux démembrement auquel la victime a été soumise ne concorde guère avec le scénario habituel d'un meurtre passionnel entre époux. Il faut être une personne cruelle pour découper quelqu'un en morceaux. Il faut vraiment le détester ou alors être une personne insensible. A priori, cela ne semblait pas indiquer que l'épouse était une suspecte. Les enquêteurs reportent à plus tard leur rencontre avec Christy Shipley.
Je ne voulais pas rencontrer Madame Shipley tout de suite. Je me suis plutôt concentré sur les personnes qui l'entouraient, certains de ses amis et des voisins. Il me fallait d'abord faire ça parce que je devais connaître à l'avance les réponses aux questions que je lui poserais. On interroge les voisins de la victime pour déterminer à quel moment William Shipley a été vu pour la dernière fois. Une voisine affirme avoir vu William Shipley partir à bord d'une Oldsmobile blanche et non une Mercury Cougar, 2 jours avant que les autorités commencent à trouver des restes humains. C'était la dernière fois que quelqu'un avait vu M. Shipley. Personne ne l'avait vu après ce soir-là. De fait, aucun des amis du couple n'a vu William Shipley depuis quelques semaines. Christy Shipley a fourni une explication à ses proches. Madame Shipley a dit à son entourage que William l'avait quitté, comme il l'avait fait à plusieurs reprises par le passé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la relation entre Monsieur et Madame Shipley était tumultueuse. Ils avaient été mariés une première fois, avaient divorcé et s'étaient remariés de nouveau. Des amis de Christy Shipley disent qu'elle a été agent de police comme son mari et qu'elle a aussi travaillé comme gardienne de prison. En se basant sur les résultats de l'enquête préliminaire, le procureur Eugene Hall demande un mandat de perquisition de la maison de William et Christy Shipley. Il trouve étrange que ce soit l'employeur de Shipley et non sa femme qui ait signalé sa disparition. Il aurait été plus normal que la femme fasse cet appel. En outre, Mme Shipley avait fait de fausses déclarations à l'employeur de son mari en disant qu'il était parti à bord de sa Cougar, ce qui était faux. Et puis, on avait trouvé les restes humains d'un individu correspondant à la description de M. Shipley. Tous ces éléments ont convaincu un juge d'émettre un mandat de perquisition de la maison des Shipley. Munis d'un mandat, les autorités chercheront maintenant des réponses dans la maison des Shipley et les policiers interrogeront Christy à propos de la disparition de son mari. La police d'État du Delaware a un mandat de perquisition de la maison de William et Christy Shipley. William a disparu depuis 2 semaines et la police, qui a trouvé une tête, un torse et des jambes, croit qu'il s'agit de ses restes. Pendant que les autorités fouillent sa maison, Mme Shipley a accepté de se rendre au poste pour y être interrogée par l'enquêteur Sandy Shenner de la police d'État. Si vous voulez être perçu comme quelqu'un qui coopère avec la police, vous allez bien évidemment venir au poste pour donner votre version des faits. Pendant que la perquisition se poursuit chez elle, Christy Shipley attend l'arrivée de son avocat au poste de police. Elle semblait assez cordiale et coopérative. Je dirais que ça semblait être une femme plutôt gentille. Pour cet interrogatoire, Christy a choisi d'être représentée par un avocat qui s'occupe d'affaires immobilières et qui a peu d'expérience en matière d'affaires criminelles. Christy parle de son mariage de 13 ans avec son mari. Elle dit qu'il l'a laissé à plusieurs reprises par le passé, mais qu'il est toujours revenu. Ils ont divorcé, puis se sont remariés. Elle est convaincue qu'il reviendra. On lui demande de décrire la dernière fois qu'elle a vu son mari. Christy Shipley déclare que son mari buvait beaucoup.
Elle dit qu'il était sorti la veille et qu'il était d'une humeur massacrante. Elle lui a demandé de l'accompagner à un petit déjeuner avec sa famille, mais il a refusé. Il est alors parti avec un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle affirme ne plus jamais avoir revu son mari par la suite. Elle dit également qu'elle n'a reçu aucune lettre adressée à son mari depuis son départ. Elle croit qu'il est soit venu prendre son courrier en cachette, soit qu'il l'a fait suivre à une nouvelle adresse. Elle déclare également qu'il lui est arrivé de rentrer chez elle le soir et de constater que des lumières étaient allumées et que la porte n'était pas verrouillée. Elle croit que son mari est venu à la maison et qu'il a pris des vêtements et d'autres effets personnels pendant son absence. Il s'est comporté exactement, dit-elle, comme les autres fois qu'il l'a quitté. Madame Shipley disait qu'il reviendrait comme les fois précédentes. Leur relation était comme ça. Ils revenaient et ils recommençaient à vivre ensemble. C'était sa version des faits. Elle disait qu'on faisait une montagne avec ça, alors qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter et qu'il n'était rien arrivé. Les enquêteurs poursuivent leurs recherches dans la maison des Shipley. Ils ne tardent pas à trouver des indices accablants. Notamment un gros trou dans un matelas. Il semble y avoir un cerne brun rouge tout autour du trou. On peut voir d'autres taches de la même couleur sur le matelas. Plus tard, on applique du luminol. Le luminol nous permet de voir des taches de sang invisibles à l'œil nu. On pouvait voir des traînées de sang à partir du trou. Ces traînées de sang indiquaient selon moi que quelqu'un avait été tiré hors de ce lit. Le placard de la chambre à coucher recèle aussi des indices potentiels. Des munitions de calibre 38. Or, le projectile trouvé dans le cou de la victime est de ce calibre. Christy Shipley déclare à la police qu'elle a offert un revolver de calibre 38 à son mari quand il a pris sa retraite. Les policiers trouvent la boîte de l'arme à feu, mais l'arme, elle, est introuvable. Ce que je n'ai pas trouvé dans cette maison et que je cherchais, c'était une arme à feu, à cause du projectile recueilli par le médecin légiste. Je savais que notre victime était morte d'un projectile à la tête. Cela concordait avec ce qu'on avait découvert sur ce matelas. Un indice en particulier pourra peut-être prouver formellement que la victime est bel et bien William Shipley. Le médecin légiste Ali Hamley. L'autre chose qu'on a trouvée dans cette maison, c'était une photo de famille où l'on pouvait voir M. Shipley affichant un large sourire. La comparaison du dentier de la victime à celui que l'on voit sur la photo de William Shipley va aider à soutenir la thèse selon laquelle il s'agit bien de lui. Dans la cuisine des Shipley, on a recueilli 3 différentes sortes de sacs à ordures. Même s'il s'agit d'articles courants, ils sont de la même marque et de la même couleur que ceux qui contenaient la tête de la victime, son torse et ses jambes. Les policiers fouillent la maison à la recherche d'outils qui pourraient avoir servi à démembrer la victime.
Je ne cherchais pas un outil de cuisine ordinaire. Je cherchais un outil de type industriel qui pouvait avoir scié un cadavre. Je savais que c'était un outil de ce genre à cause des traces très nettes laissées sur les os de la victime. Le médecin légiste était du même avis. On ne trouve pas d'outils de ce genre dans la maison. On fait un rapport des fouilles de la maison de Christy Shipley à l'enquêteur Schenner. Celui-ci est prêt à demander des explications à la suspecte relativement aux indices qui ont été recueillis plus tôt. Le meilleur interrogatoire que l'on peut faire, c'est quand on connaît déjà les réponses à nos questions. Et je disposais déjà de réponses à certaines de mes questions avant de les lui poser. Elle ferait mieux de ne pas mentir. Les enquêteurs informent la suspecte que son mari n'a jamais pris son dernier chèque de paie ni fourni de nouvelle adresse à la police de Baltimore pour y recevoir son chèque de retraite. Christy Shipley n'a pas de réponse à offrir. Les policiers lui demandent également d'expliquer certaines découvertes qu'ils ont faites lors de la perquisition. Elle déclare que c'est son mari qui a fait le trou dans le matelas 6 ans plus tôt, après l'avoir taché de sang à la suite d'une extraction dentaire. Selon elle, les longues traînées de sang sont dues aux crises de démangeaison de son mari, qui souffre d'eczéma. Elle ne parvient toutefois pas à justifier pourquoi elle ignorait que son mari avait vendu sa Mercury Cougar bleue quelques semaines avant sa disparition. Malgré les indices trouvés chez Christy Shipley et les contradictions dans ses déclarations, les policiers ne peuvent l'arrêter tant qu'ils ne seront pas sûrs que la victime est son mari. Même si l'on avait une scène de crime chez Mme Shipley, je ne pouvais pas lui passer les menottes. Je ne pouvais pas procéder immédiatement à son arrestation parce que l'identification de la victime n'était pas encore faite à 100%. Pour l'arrêter, j'avais besoin d'une identification formelle. Pour obtenir une telle identification, le Dr Hammerly envoie la plupart des indices à des experts externes et au FBI. Quelques mois plus tard, il obtient les résultats. En se basant sur les rapports d'analyse, le Dr Hammerly émet le certificat de décès de William Shipley et en fait officiellement la victime d'un meurtre. Christy Shipley est accusée de meurtre au premier degré. Elle est arrêtée le 13 février 1985, soit 6 mois après la découverte du corps démembré de son mari. Après l'analyse des indices trouvés dans la maison par des experts et après avoir déterminé hors de tout doute que la victime était William Shipley, on a pu entamer des poursuites judiciaires contre sa femme, qui était, selon nous, l'auteur de ce meurtre. Mais avant que la poursuite puisse prouver la culpabilité de Christy Shipley à un jury, elle doit démontrer que William Shipley est bien mort, malgré certains témoignages selon lesquels il aurait été vu en vie depuis peu. L'ex-agent de police Christy Shipley est accusé d'avoir tué et démembré son mari, William Shipley. Le procès s'ouvre au palais de justice de Kent County à Dover, au Delaware, le 9 mars 1987. C'est Eugene Hall qui est à la tête de l'équipe de procureurs. On souhaitait présenter de manière compréhensible les indices qu'on avait obtenus et donner nos conclusions selon lesquelles c'était bien la tête et les membres de William Shipley. Une fois qu'on aurait établi l'identité de la victime de meurtre, il serait évident à tous que c'était cette même personne qui avait été tuée dans la chambre à coucher des Shipley. Now, in gathering all of this information, did you also, in fact, work with other agencies? Le docteur Ali Hammerly est l'expert et témoin clé de la poursuite. Il a également assuré la coordination des analyses effectuées par le FBI et par d'autres experts externes.
Il donne un aperçu des indices judiciaires qui seront présentés par d'autres experts pendant le procès. En compilant les résultats de toutes les analyses, dit-il, il est impossible de ne pas arriver à la conclusion que la victime est William Shipley. Dans ce cas particulier, aucun élément pris séparément ne pouvait prouver hors de tout doute raisonnable qu'il s'agissait bien de cet individu. Ça a été plutôt une série de facteurs et d'éléments divers, différentes découvertes qu'on avait analysées scientifiquement, qui, mis ensemble, permettaient aux divers experts judiciaires avec lesquels j'avais travaillé d'établir l'identité de cet individu en particulier. Le Dr Hammerly a consulté entre autres le Dr Henry Lee, qui est expert en analyse sanguine. Celui-ci a analysé le sang sur les ressorts du matelas. Ces résultats contredisent les déclarations de Christy Shipley, selon lesquelles les taches de sang sur le matelas datent de 6 ans. De fait, il a pu identifier le sous-groupe sanguin, ce qui est impossible avec du sang vieux de plus d'1 an. C'était une autre confirmation que le sang sur le matelas était récent, qu'il s'était retrouvé là au moment de la mort, et non 7 ou 8 ans plus tôt. Dentures are in the same category as fingerprints. They are unique. Lowell Levine est un autre expert judiciaire qui a aidé Ali Hammerly à identifier les restes de William Shipley. Lowell Levine a pu comparer les dentiers trouvés dans la bouche de la victime à ceux que l'on voyait sur une photo d'une dimension de 40 sur 50 cm, recueillie dans la maison des Shipley et sur laquelle M. Shipley souriait. L'expert a fait améliorer la définition de la photo et a relevé des caractéristiques communes entre les dentiers de la photo et ceux de la victime. Il a ainsi pu affirmer au procès que les dentiers de la photo étaient identiques. Lowell Levine est si sûr des résultats de ses analyses qu'il déclare qu'ils prouvent à eux seuls que la victime est William Shipley. Un expert du laboratoire du FBI vient ensuite à la barre pour parler des analyses balistiques qu'il a faites. Il y avait un projectile dans la tête de M. Shipley. On a comparé ce projectile à un autre projectile trouvé sur une étagère dans la chambre des Shipley. L'expert affirme que les 2 projectiles de calibre 38 ont été fabriqués pour Smith & Wesson par une société italienne. Or, ce genre de projectile n'est plus fabriqué depuis plus de 12 ans. Il a analysé la composition du plomb de ces 2 projectiles. Et il a déterminé qu'ils étaient identiques. Tellement identiques, de fait, qu'il pouvait affirmer qu'ils faisaient partie du même lot. Le représentant d'une compagnie pétrolière vient ensuite éclairer le jury sur un indice assez particulier. Il s'agit des coussinets de plastique trouvés dans les sacs à ordures qui contenaient les restes de la victime. On a trouvé des coussinets identiques dans la cuisine des Shipley lors de la perquisition de leur maison. Les enquêteurs ont mis quelques mois avant de pouvoir déterminer de quoi il s'agissait. On a appris que ces coussinets, fabriqués par Shell, contenaient un mélange d'insecticides et de déodorants. La compagnie faisait tester ces coussinets par des consommateurs pour voir s'il y aurait un intérêt pour ce genre de produit. Les coussinets ont été testés par seulement quelques personnes et ont cessé d'être fabriqués il y a presque 10 ans. Il s'agit d'un autre indice qui permet d'établir une corrélation entre la maison des Shipley et la victime du meurtre.
We test marketed it in the Mid-Atlantic states. This fox? Yes, I would say it was very similar. La cause de l'État est soutenue par les témoignages de connaissances du couple. La propriétaire d'un magasin d'alcool déclare que Christy Shipley est venue chercher des cartons vides, dont un de bouteilles de vin de la même grosseur et de la même marque que celui dans lequel on a trouvé la tête de la victime. Miss Brown, you may step down now. Les procureurs sont persuadés que les preuves présentées, même si elles sont indirectes, sont assez convaincantes pour résister à toute attaque de la défense. Après 9 semaines, la poursuite n'a plus de témoins à présenter. Je me disais que la prévenue ne pourrait être acquittée que si William Shipley entrait en marchant dans la salle d'audience. C'est maintenant au tour de la défense de présenter ses arguments. Miss Holman, how long have you known Bill Shipley? About 6 years. Aux indices judiciaires qui démontrent que William Shipley est mort, les avocats de la défense opposent le témoignage d'une femme qui affirme l'avoir vu en vie. When was the last time that you actually saw Bill Shipley? Cette femme se rend souvent jouer au bingo au centre pour personnes âgées où William Shipley travaillait. How you doing today, sir? Fine, thank you. Elle déclare l'avoir vu en vie en 1986, soit 2 ans après la date de son présumé assassinat. Elle dit que Shipley portait une veste beige. Il semblait avoir les cheveux plus clairs, avec des reflets roux. Elle était trop abasourdie pour lui parler. Cette femme s'est manifestée aux autorités après avoir lu un article sur le choix des jurés en vue du procès de Christy Shipley. Elle soutient être absolument sûre d'avoir vu William Shipley. Mr. Goldman. Si William Shipley est bel et bien encore en vie, on doit trouver une explication à sa disparition. La défense fait appeler à la barre un autre témoin qui jouait souvent au bingo au centre. L'homme était un ami de William Shipley. Well, no. He asked me about the Asian woman. Une rumeur circulait à l'effet que Shipley avait une liaison avec une Asiatique qui fréquentait le centre. Le témoin a demandé à Shipley s'il avait une liaison amoureuse avec elle. Shipley s'est montré évasif, mais il ne l'a pas nié. Selon d'autres témoignages, cette femme n'aurait pas été revue au centre depuis la disparition de William Shipley. Personne ne sait comment elle s'appelle et où elle se trouve maintenant. La défense soutient que William Shipley est en vie et qu'il est parti avec une autre femme. On appelle Christy Shipley à la barre. La défense croit que la prévenue pourra convaincre le jury de son innocence. Christy Shipley est accusée d'avoir assassiné son mari, William, et d'avoir démembré son corps. Elle vient à la barre pour se défendre. Mais les déclarations qu'elle a faites à la police avant d'être arrêtée jouent contre elle. C'est le procureur de l'État, Eugene Hall, qui mène la poursuite. Quand elle est allée à la barre, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était de répéter ce qu'elle avait déclaré plus tôt, parce que sinon, elle se piégerait encore davantage. Si elle ne nous avait pas donné cette déposition, l'équipe de la défense ne l'aurait sans doute pas appelée à la barre. Mais compte tenu de l'évolution de l'affaire, elle y était presque obligée. In your marriage, has there ever been a time when Mr. Shipley wasn't there? Christy Shipley déclare que c'est la 8e fois que son mari disparaît ainsi. Elle affirme qu'elle s'attend à le revoir. Did he give you any indications where he was going when he left on these different occasions? Nope, he just stormed out. Hound me all the time. Can't I do anything by myself? Elle décrit le soir de la disparition de William Shipley.
Ils se sont disputés. Elle dit qu'il a retiré son alliance et l'a laissée là avant de sortir. Il est revenu dans la soirée et est parti à la pêche le lendemain matin. Elle soutient qu'elle ne l'a pas revu depuis. À la fin de son interrogatoire, la défense demande à Christy Shipley de regarder chacun des jurés droit dans les yeux et de dire si elle a, oui ou non, tué William Shipley. No, I did not. Thank you. I have no further questions. En abordant le contre-interrogatoire, la poursuite sait trop bien que le passé de Christy Shipley dans les forces de l'ordre peut faire d'elle un témoin particulièrement coriace. Le procureur adjoint Ferris Wharton. Madame Shipley était une policière à la retraite et elle avait été gardienne de prison. C'est plutôt rare qu'on doive interroger quelqu'un ayant de tels antécédents et qui soit accusé d'un crime. La poursuite croit que Christy Shipley a démembré le corps de son mari pour pouvoir s'en débarrasser plus facilement. Elle soutient que la prévenue a utilisé une scie de boucher que le fils de William Shipley leur a donnée. Le fils, qui s'appelle également William Shipley, est boucher. Il avait donné à son père une scie à viande dont il pouvait se servir au centre pour personnes âgées. Plus tôt au cours du procès, le gérant du centre a déclaré que William Shipley avait l'habitude de rapporter chez lui sa scie tous les soirs de peur de se la faire voler. Christy Shipley nie avoir jamais vu cette scie. La prévenue refait les mêmes déclarations sur la façon dont sont apparues les taches sur son matelas à la suite de l'extraction d'une dent et en raison des problèmes cutanés de son mari. Pendant le contre-interrogatoire de Christy Shipley, on essayait de montrer qu'elle mentait et qu'en fait, elle ne pouvait fournir d'explications à plusieurs choses. Tout ça ne collait pas. Sa version des faits était trop incomplète pour être plausible. Lors de son plaidoyer final, la poursuite demande au jury de voir les indices comme autant de témoins de la mort de William Shipley. Et par le fait même, de preuves de la culpabilité de sa femme, Christy. Ces éléments étaient comme des témoins. Des témoins qui avaient eu l'occasion de voir des choses qu'on ne pouvait nier. Des témoins qui, contrairement aux témoins humains, ne pouvaient pas faire d'erreur. C'étaient des témoins corroborés par la science, et tous ces témoins indiquaient que la victime était William Shipley et que l'auteur de son meurtre était Christy Shipley. La défense dit ensuite au jury que les preuves contre Christy Shipley sont toujours peu convaincantes et indirectes. Elle soutient qu'il est vraisemblable de croire que William Shipley a quitté un mariage malheureux pour aller vivre avec une femme rencontrée au centre pour personnes âgées. Pour la défense, le seul fait que William et la femme ont disparu en même temps suffit à constituer un doute raisonnable. Par conséquent, le jury doit acquitter la prévenue. Après 5 heures de délibération, le jury revient avec un verdict. We find the defendant, Christy Shipley, guilty of murder in the first degree. La dernière question à laquelle le jury devait répondre, c'était « Est-ce que le jury recommande unanimement la peine de mort ?» Et la réponse a été non. Et quand le juge a lu cela, on savait qu'il condamnerait la prévenue à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, parce que nos lois l'y forçaient. Le juge suit les recommandations du jury
et condamne Christy Shipley à la prison à vie. Jusqu'à ce jour, Christy Shipley maintient qu'elle est innocente.